m'appelle Jean-Louis Doucy, je suis un jeune retraité. J'étais directeur de communauté de communes. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai favorisé l'implantation de parcs éoliens. Ce n'est pas ce dont je suis le plus fier d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte très rapidement que c'était une catastrophe pour les territoires ruraux. Et j'ai mesuré donc les incidences de ces implantations sur le territoire. Ce qui m'a amené donc à approfondir la question et à me rendre compte qu'on était face à une énorme imposture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, nous avons importé pour environ 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros, c'est une somme énorme de matériel, enfin d'éoliennes qui viennent du Danemark, qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Espagne et maintenant surtout de Chine. Avec ces éoliennes, on fabrique de l'électricité de mauvaise qualité, l'électricité qui est produite de façon intermittente et aléatoire, et surtout c'est une électricité dont nous n'avons pas besoin et que nous revendons à l'étranger. Le problème, c'est que cette électricité est achetée en France par EDF à 82 € le mégawattheure et elle est exportée à l'étranger au tarif de 35 €. Le résultat, c'est que ça coûte aux consommateurs, par l'intermédiaire de EDF, 970 millions d'euros par an. C'est-à-dire que, pour résumer, on a importé pour 18 milliards d'euros de matériel pour fabriquer une électricité dont nous n'avons pas besoin et que nous revendons à vil prix à l'étranger. Et le résultat des courses, c'est que ça nous coûte 1 milliard d'euros pratiquement par an. C'est un véritable scandale. Aujourd'hui, la production d'électricité en France est assurée à hauteur de 80% par le nucléaire, 12% par l'hydraulique, les grands barrages. Ça veut dire que la majeure partie de la production d'électricité en France est totalement décarbonée. L'éolien a produit en 2016 3,9% de notre production d'électricité. Seulement 3,9%. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'électricité ne représente que 24% de l'énergie que nous consommons en France. Ça veut dire qu'il y a 75% de l'énergie consommée dans notre pays qui est extérieure à l'électricité. Et ça veut dire aussi que quand on regarde la totalité du mix énergétique français, aujourd'hui, l'éolien représente moins de 1% de ce mix. Ça veut dire donc que si un jour, comme certains illuminés le prétendent, on voulait arriver à ne dépendre que de l'éolien, il faudrait mettre 100 éoliennes là où il y en a une aujourd'hui. C'est complètement fou. En gros, si vous voulez, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on n'installe pas les éoliennes là où il y a le plus de vent. On n'installe pas les éoliennes là où il y a plus de vent. On les installe là où il y a acceptabilité sociale. C'est quelque chose de terrible quand on réfléchit à ça. Et pour en apporter la preuve, il y a un dispositif qui a été mis en place et qui est quand même assez effarant. Il faut savoir qu'un parc éolien qui produit en deçà d'un certain seuil bénéficie au-delà des 10 ans d'un dispositif qui lui permet de continuer à bénéficier de la garantie d'achat à 82 €. Et quand on va jusqu'au bout du raisonnement, on se rend compte qu'il est plus intéressant d'installer des éoliennes là où il y a le moins de vent. La logique voudrait qu'on installe les éoliennes là où il y a plus de vent et où elles produiraient le plus. On est d'accord. Aujourd'hui, le propriétaire d'un parc éolien qui produit beaucoup bénéficie de la garantie d'achat pendant une période de 10 ans. Au-delà des 10 ans, l'électricité qu'il produit
est vendu au tarif du marché de gros, qui est aux alentours de 30 € le mégawattheure. D'accord? Par contre, si le parc éolien produit en deçà d'un certain seuil, la garantie d'achat n'est pas accordée pour une durée de 10 ans, mais jusque 20 ans. Et dans ce cas-là, il peut être plus intéressant, c'est pas il peut être d'ailleurs, il est plus intéressant d'avoir un parc qui produit moins, mais ils vont bénéficier de la garantie d'achat pendant 20 ans. C'est quand même quelque chose d'assez effarant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prime ne va pas aux gens qui vont produire davantage, mais au contraire aux gens qui vont produire de façon complètement ponctuelle, absolument. On est arrivé à un système complètement dingue où aujourd'hui, en France et en Europe en général, le prix de l'électricité n'a jamais été aussi bas. Et, paradoxalement, il n'a jamais été aussi cher pour le consommateur. Tout ça parce que vous avez des margoulins qui s'en mettent plein les poches. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers de ménages en France qui sont confrontés aux affres de la précarité énergétique, qui ont le choix entre se chauffer ou manger, pendant que vous avez des fonds de pension qui se font des milliards chaque année sur le dos de ces gens-là. L'éolien qu'on nous vend comme étant une énergie propre, c'est un pur scandale, tant au niveau écologique qu'au niveau moral. Aujourd'hui, on est en train d'emmener des dizaines, voire des centaines de milliers de ménages dans une misère noire, en plus de menacer leur santé, tout ça pour satisfaire les appétits financiers de lobbies, de fonds de pension offshore. Très fréquemment, la remarque qui est faite par les béotiens, je dirais, enfin les béotiens, par les gens qui, de bonne foi, voilà, c'est de dire « Ah, ben oui, mais vous préférez une centrale nucléaire au fond de votre jardin ?» Préférez une centrale nucléaire au fond de votre jardin. C'est vrai que pour un tas de gens, considèrent encore aujourd'hui que l'éolien est susceptible de remplacer les centrales nucléaires. Et là, effectivement, on ne peut parler que de chiffres. Aujourd'hui, une éolienne de 3 MW, c'est vraiment les monstres, hein, les machines qui font 180 à 200 mètres de haut, arrivent à produire de façon totalement aléatoire, en une heure, l'équivalent de 0,6 MWh. Le calcul est facile à faire. Hein. Il suffit de prendre la puissance nominale de la machine, 3 MW, et de multiplier par ce que l'on appelle le facteur de charge, qui au niveau national, je disais tout à l'heure, était en 2016 de l'ordre de 18,5-19%. Donc multipliez ça et vous avez la production, j'insiste sur ça, hein, la production moyenne d'une éolienne. Dans le même temps, un seul réacteur nucléaire va produire de manière pilotable, c'est-à-dire à la demande, 1200 MWh. D'un côté, 0,6 MWh produit de façon aléatoire, de l'autre côté, 1200 MWh produit de façon pilotable. Quand vous savez qu'il y a 3 réacteurs dans une seule centrale, vous faites le calcul et vous allez savoir le nombre d'éoliennes qu'il faudrait mettre pour produire la même quantité d'énergie. Maintenant, imaginons qu'on installe effectivement ce nombre d'éoliennes, est-ce que pour autant on pourra arrêter la centrale nucléaire? Et la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la production d'énergie intermittente ne pourra jamais se substituer tant que nous ne disposerons pas d'un système de stockage d'énergie. Et s'il fallait en apporter la preuve, aujourd'hui en France, il y a un peu plus de 11 000 mégawatts
d'éolien installé en puissance nominale, ce qui correspond à 10 réacteurs nucléaires environ. Et à ma connaissance, on n'a arrêté aucune centrale, aucun réacteur. Donc on a là la preuve, effectivement, que en aucun cas, le nucléaire ne permettra, l'éolien ne permettra de se débarrasser du nucléaire. Alors, concernant le démantèlement des éoliennes, les promoteurs affirment, dans les dossiers qu'ils constituent lors de l'instruction des permis, qu'ils vont provisionner 50 000 € pour le démantèlement des machines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a récemment eu le cas d'une éolienne qui a dû être démolie dans le département des Ardennes. Nous avons eu l'occasion de nous procurer le devis concernant le démantèlement de cette machine. Il est de 420 000 €. Donc ça veut dire que, très clairement, à l'issue de l'exploitation des parcs éoliens, et même probablement avant, dès lors que la bulle spéculative de l'éolien explosera, on va se retrouver avec des friches industrielles. Si les sommes qui devaient être provisionnées par les promoteurs, qui restent à démontrer, sont effectivement disponibles, il est clair que de toute façon, elles ne seront pas suffisantes pour permettre le démantèlement. Pour la remise en état des terrains, vous avez vu tout à l'heure les surfaces absolument considérables qui sont consacrées à ça, et là encore, on s'expose à de très très grosses déconvenues. Les gens qui ont signé de façon tout à fait inconsidérée les baux qui permettent aux promoteurs de s'installer sur leur terre vont avoir de très très grosses surprises, puisque ce sont eux, à l'issue de l'exploitation, deviendront de fait propriétaires de ces friches industrielles. Alors, la bulle spéculative autour des projets éoliens. D'abord, il faut savoir une chose qui est assez surprenante, c'est que un parc éolien, c'est d'abord une affaire financière. Aujourd'hui, une éolienne de 3 MW coûte environ 4 800 000 €. C'est énorme. Un parc d'une dizaine d'éoliennes, c'est donc de l'ordre de 50 millions d'euros. C'est considérable. Et ces parcs s'achètent et se vendent sur le marché. Et vous avez des sociétés comme Ikea, comme Bricorama, qui sont propriétaires, qui achètent ça. Ça leur permet de faire de la défiscalisation, parce qu'il faut savoir qu'il y a en plus des énormes avantages qui sont octroyés au niveau du prix d'achat d'électricité, il y a aussi des avantages fiscaux qui sont accordés. Et tout ça est parfaitement artificiel, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui marche sur la tête. L'électricité, sur les marchés de gros, n'a jamais été aussi peu chère. Aujourd'hui, on est à 30-35 € le mégawattheure. Et pour le consommateur, elle n'a jamais été aussi chère. Tout ça parce que entre les deux, il y a des gens qui se sucrent allègrement. Le problème, c'est que ça ne va pas pouvoir durer. Ça ne va pas durer parce que aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont au seuil de la précarité énergétique, quand ils ne sont pas en souffrir directement, que fatalement, à un moment, le système va exploser. Et c'est là que la bulle spéculative va se désintégrer. Pourquoi l'éolien et en règle générale, les énergies intermittentes vont disparaître? Aujourd'hui, le problème de l'électricité est lié au fait que cette énergie, on ne sait pas la stocker. On ne sait pas stocker l'électricité. Les batteries les plus performantes permettent de stocker quelques kilowattheures. Pour stocker l'équivalent d'une journée de la production électrique française, les réserves mondiales de lithium sont insuffisantes pour stocker une seule journée de la production électrique française. Donc, en l'état de la technologie, c'est impossible. À partir de ce moment-là, il est évident qu'on ne peut remplacer les systèmes de production d'énergie actuels, conventionnels, thermiques ou nucléaires, par
les intermittents. Ça veut dire qu'on va se trouver dans un système où on va surproduire de l'électricité, ce qui est déjà le cas actuellement. Le danger, c'est que à partir du moment où il y a surproduction d'électricité, c'est très paradoxal, on va aussi se trouver avec une électricité de moins en moins chère. Et donc, en étant de moins en moins chère, la compétitivité des systèmes de production conventionnels va s'en trouver amoindrie. À partir de ce moment-là, vous allez avoir des centrales conventionnelles, gaz, c'est déjà le cas, qui vont fermer. D'accord ? Vous allez avoir l'impossibilité de construire de nouvelles centrales, qu'elles soient thermiques ou nucléaires, et à partir de ce moment-là, on va se trouver dans un système où on sera extrêmement dépendant de ces systèmes de production qui, par définition, ne sont pas pilotables, et on va droit au blackout, ce qui a d'ailleurs failli se produire il y a quelques semaines. Vous savez que le 25 janvier, on était passé à un doigt du blackout. Et les conséquences d'un blackout au niveau européen, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la gestion du réseau électrique se fait au niveau européen, serait une catastrophe. Il faut imaginer que, en cas de coupure générale du réseau, d'effondrement du réseau électrique européen, on pourrait se retrouver pendant des journées entières, voire une semaine, sans électricité. Une semaine sans électricité au niveau des États qui composent la communauté européenne, ça veut dire qu'il n'y a plus rien au niveau économique. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de finances, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus d'électricité, enfin, il n'y a plus rien. Et il y aurait des conséquences économiques, mais sociales qui seraient monstrueuses. On n'imagine pas ce qui pourrait se passer. C'est un petit peu technique, je vais essayer d'être clair. Aujourd'hui, l'électricité, le réseau électrique européen, pour fonctionner, doit être régulé en permanence en fonction de la demande, c'est-à-dire qu'elle doit s'adapter. Encore une fois, on ne sait pas stocker l'énergie, c'est-à-dire que donc l'énergie doit être produite en fonction de la demande. On ne consomme pas la même quantité d'énergie à 2 heures du matin qu'à midi. À partir de ce moment-là, il faut donc adapter en permanence, et c'est ce que font les gens qui ont à gérer le réseau électrique, c'est-à-dire que vous avez à la base les systèmes lourds, qui sont donc les centrales nucléaires, qui produisent ce que l'on appelle la production de base. Et puis vous avez l'appoint, qui est fourni par les centrales au gaz et aussi l'hydraulique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les énergies intermittentes, telles que l'éolien, ne trouvent leur place ni en base ni en pointe. Tout simplement parce qu'elles sont, par nature, imprévisibles et surtout non pilotables. À partir de ce moment-là, si on les intègre là-dedans, on risque de rendre de plus en plus difficile la gestion du réseau, et à partir du moment où la gestion du réseau est rendue impossible, on va se trouver dans une situation critique qui peut amener donc le fameux blackout, qui est entraîné soit par une surproduction, soit par une production insuffisante d'énergie. Aujourd'hui, la question, la problématique de l'énergie, qui est une problématique centrale de nos sociétés, notre civilisation, c'est la civilisation de l'énergie. Si demain, nous n'avions plus d'énergie, c'est la fin de notre civilisation. Imaginez une seule seconde que nous n'ayons plus d'électricité, que nous n'ayons plus de carburant, que nous n'ayons plus de moyens de chauffage. Notre civilisation n'existe, où le progrès n'a commencé à sa course folle que parce que nous avons commencé à maîtriser l'énergie. Vous regardez l'histoire de l'humanité,
il y a eu la maîtrise du feu, qui a été un pas considérable. Et puis ensuite, quand on arrive, on va griller un petit peu les étapes, au 19e siècle, la première révolution industrielle qui est liée au charbon. Et puis ensuite, cette évolution, à partir du moment où on a maîtrisé le pétrole, enfin, on a disposé du pétrole, l'énergie disponible en permanence et à un prix raisonnable, tout ça a fait que notre civilisation est ce qu'elle est aujourd'hui. Si demain, l'énergie n'était plus disponible de façon permanente ou disponible à un prix pas trop important, nos civilisations vont s'effondrer. Absurde. Absurde parce que d'abord, au niveau technique, on sait qu'il y a de gros problèmes qui restent à régler. Une éolienne produit de l'électricité, comment est-ce qu'on dit ça, c'est que l'électricité qui passe sur nos réseaux, donc c'est du courant alternatif. L'éolienne produit du courant continu et il faut qu'elle soit amenée jusqu'à la coque pour être transformée en courant alternatif. Et ça, on ne sait pratiquement pas faire. C'est le problème qui s'est posé lorsque on a commencé à développer l'électricité et enfin la consommation, l'utilisation de l'électricité, la grande bagarre qu'il y a eu entre, je crois que c'était Edison, je vais peut-être dire une connerie, hein, mais c'était justement de l'utilisation de l'électricité, de son transport, courant continu, courant alternatif. On a su transporter l'électricité, le courant sur de grandes distances qu'à partir du moment où on a su le rendre alternatif. D'accord ? Aujourd'hui, ça, donc, on ne sait pas produire du courant alternatif à partir de l'éolienne. Donc il faut l'amener jusqu'à la côte, et ça, très clairement, ça pose de gros problèmes. Il y a des parcs dans la Baltique qui, jusqu'à une date récente, je ne sais pas ce qu'il en est, étaient complètement à l'arrêt parce qu'ils n'arrivaient pas à régler ce problème-là. Et par ailleurs, l'offshore en particulier, là où il est prévu de le mettre, c'est les risques de marée noire, parce que fatalement, un jour ou l'autre, il y aura un pétrolier qui va se foutre là-dedans, et la moto Cadiz et compagnie, ce sera de la rigolade. J'ajoute que pour les pêcheurs, je ne suis pas sûr non plus que ce soit très sympathique. C'est quelque chose qui tombe sous le sens. Il suffit d'approcher d'un parc éolien pour mesurer l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, et on imagine très facilement qu'on ne va pas s'installer à proximité de ces engins, a fortiori quand on sait aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est avéré, qu'il y a en plus des risques pour la santé, des risques importants, risques pour les enfants en particulier, au niveau du développement, et il est évident que des jeunes ménages, mais même des ménages plus âgés, n'iront pas s'installer à proximité des parcs éoliens, et par conséquent, forcément, ça aura une incidence sur la valeur de l'immobilier. C'est difficile à chiffrer. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que, par exemple, on le voit dans les villages, comme tout à l'heure nous sommes allés en Anquilles-Cours-le-Sard, ce que j'expliquais tout à l'heure, on ne va pas s'installer dans un village comme ça. On ne peut pas imaginer d'aller faire construire, ni même d'acheter une maison au-dessus de laquelle vous avez 5, 10, 15 engins de 150, 200 mètres de haut qui clignotent jour et nuit, qui font du bruit. Alors maintenant, chiffrer ça, on estime, mais ce sont des évaluations, c'est très difficile, entre 20 et 30% la perte de la valeur du bien. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre,
c'est que quelqu'un qui vient s'installer dans un village, ce qu'il vient chercher, c'est une qualité de vie. On ne vit bien que dans un environnement où on se sent bien. Quand vous avez un territoire qui est totalement défiguré par des machines industrielles, il est évident que vous n'aspirez qu'à partir. Si en plus il y a ce soupçon de risque pour la santé, la question que vous posez, c'est la question de la fiscalité. Alors c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Y répondre comme ça, c'est un petit peu difficile parce que chaque cas de figure est un cas particulier selon que la commune où les éoliennes seront installées dépend d'une communauté de communes à fiscalité intégrée ou à fiscalité additionnelle. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait une étude comparative de l'évolution de la taxe d'habitation sur des communes où il y avait des parcs éoliens qui étaient installés depuis au minimum 7-8 ans pour avoir le recul nécessaire. Et le constat que j'ai fait, c'est que là où les éoliennes sont installées, la taxe d'habitation, le taux de la taxe d'habitation a augmenté de façon plus importante que dans les communes où il n'y avait pas d'éoliennes. La raison qui explique cela est liée au fait, à mon sens, que d'une part, la proximité d'un parc éolien entraîne donc une diminution de la population, une réduction du nombre de ventes sur le terroir de la commune, ce qui diminue les ressources des communes au niveau des droits de mutation. Par ailleurs, il y a un phénomène qui se produit aussi, en particulier qui affecte les plus petites communes, c'est que dès lors qu'une recette un tant soit peu importante est apportée en termes de fiscalité, il y a un dispositif qu'on appelle le FPIC, le Fonds de péréquation intercommunale, qui fait que ces communes-là doivent reverser au pot commun. Et le résultat, c'est qu'à la sortie, il ne leur reste pratiquement rien. Moi, je résume, un maire qui accepte un parc éolien sur sa commune, en gros, ça revient à se couper le bras pour bénéficier de l'allocation handicapée. C'est aussi absurde. C'est-à-dire vraiment, on donne le bâton pour être battu. Je suis allé, tout en étant relativement perplexe par rapport à ça, parce que, bon, vous l'avez compris, moi je focalise plus sur des questions liées à la technicité, liées à l'économie. La santé, je me disais, bon, je suis assez cartésien, j'ai besoin de voir. Je suis sorti de cette conférence, j'ai marqué, hein, je vous assure, parce que ce que j'ai appris, ce que j'ai vu m'a fortement impacté. Et ce que j'ai retenu des infrasons et de la façon dont ils étaient générés. Donc en fait, l'infrason est créée par la décompression, enfin la compression et la décompression de la masse d'air qui se trouve compressée entre le mât de l'éolienne et la pale. Quand on sait que la pale fait la longueur d'un terrain de football, c'est vrai que le volume d'air qui est compressé, et donc la quantité d'énergie qui part ensuite, hein, est considérable. Et effectivement, quand on multiplie ces chiffres, on se rend compte qu'effectivement, et forcément, il ne peut pas ne pas y avoir de conséquences. C'est évident. C'est évident. Le syndrome éolien, c'est l'ensemble des symptômes qui sont ressentis par les habitants, les riverains des parcs éoliens. Alors, ces symptômes, ils peuvent apparaître sous différentes formes. C'est un sentiment de gêne, sentiment d'oppression,
c'est aussi des problèmes d'anxiété, et puis dans des cas beaucoup plus graves, c'est des problèmes cardiaques, des problèmes d'acouphènes. Aujourd'hui, il y a de très très nombreuses études de par le monde qui tentent à prouver, et ça de façon quasiment indiscutable, que la proximité d'un parc éolien génère des nuisances extrêmement importantes pour les habitants, et ce dans un rayon relativement conséquent. La grande question, la grosse question, c'est celle des infrasons. Les infrasons, il est manifeste qu'ils se propagent sur plusieurs kilomètres et ils ont des incidences graves au niveau cardiaque. Et ça, on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'il y ait des rapports qui ont été demandés, en particulier auprès de l'ANSES, et qui ne sont pas rendus. Alors que partout dans le monde, on s'inquiète de cette situation. Alors, il y a un certain nombre de personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui effectivement se plaignent de ce syndrome, sous différentes formes. J'ai eu aussi l'occasion de lire dans un rapport d'enquête auprès d'un commissaire enquêteur pour un parc éolien en projet, donc des personnes qui avaient signalé leurs difficultés à proximité du parc, en particulier celui de Marle-sur-Cère par exemple. Alors, les risques de projection de glace sont évidents. Il y a d'ailleurs un certain nombre de cas qui sont avérés. Il y a même déjà, on a vu des reportages sur Internet de gens qui se promènent sur des chemins à proximité des éoliennes et qui voient voler des morceaux de glace, mais gros morceaux de glace. Sur les pales, donc l'eau va se transformer en glace compte tenu de la vitesse des pales en plus, donc, qui accélère ce phénomène-là. Et évidemment, compte tenu aussi de la vitesse de rotation, ces morceaux de glace sont projetés à des distances qui atteignent très facilement 300, 400, 500 mètres. Et après, effectivement, donc, il y a aussi, on a eu l'exemple, je crois que c'était à Nurlu récemment, donc d'éoliennes dont les pales se sont désintégrées. On a ici, tout près de chez nous, à Plaine-Sèvre, un parc qui est construit depuis 2007-2008, et on a vu récemment des entreprises intervenir pour colmater les brèches sur les pales. Donc moi j'ai eu l'occasion, lors d'un reportage avec des gens de France 3, de me rendre sur un site, et donc il y avait des gens, et deux personnes qui étaient là, occupées avec des petits sacs plastiques, et donc on s'est approché pour savoir ce qu'ils faisaient là, et en fait ils étaient là pour faire ce qu'ils appellent pudiquement un comptage, c'est-à-dire qu'ils comptaient le nombre de cadavres d'oiseaux qui se trouvaient au pied des éoliennes. Et ce qui est drôle, c'est que lorsque le reporter, le caméraman a proposé de filmer ces gens-là, ils ont répondu non, non, hors de question, vous n'avez absolument pas le droit, si vous le faites, la société va engager des poursuites à votre encontre. Donc on mesure là aussi la transparence qui règne dans ce domaine-là. Ce qui est évident, effectivement, c'est que les éoliennes massacrent qui met lieu des dizaines, des centaines, des milliers d'oiseaux, sans parler aussi du drame pour ce qu'on appelle les chiroptères, les chauves-souris. Les chauves-souris sont les principales victimes des éoliennes par rapport à un phénomène qu'on appelle le barotraumatisme. Le barotraumatisme, c'est donc la dépression qui est causée par le passage des pales et ça a une incidence sur le poumon des chauves-souris qui, donc, pour le coup, implose. Et donc, on a aussi des dizaines de chauves-souris qui disparaissent comme ça
en raison de ce qu'on appelle donc ces fameux barreaux traumatiques. Alors, il faut savoir que les chauves-souris, d'abord, ce sont des espèces qui très souvent sont en voie de disparition, sont des espèces qui sont extrêmement utiles à l'agriculture, puisqu'elles détruisent une grande partie des insectes nuisibles. Hein, et le drame, c'est que plus il y a d'éoliennes, moins il y a de chauves-souris, et plus on utilise d'insecticides. Encore une fois, on mesure là tout l'intérêt de l'éolien en matière d'écologie. Alors ce qui est extraordinaire avec les promoteurs, c'est que ce sont véritablement les nouveaux chercheurs d'or. Ces types-là ont une capacité à vendre l'invendable qui est absolument sensationnelle. Ils osent tout. Ils osent tout. Ils vous affirment sans frémir que l'on peut cacher une éolienne de 200 mètres derrière une haie de 2 mètres. Moi, je les ai vus à l'œuvre. Ils démarchent les élus, ils démarchent les agriculteurs. Leur méthode est extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'ils vont voir les uns et les autres en faisant miroiter des promesses dont ils savent très bien qu'ils ne tiendront pas, mais qu'importe, et surtout en disant, ben voilà, si vous n'acceptez pas notre projet, on ira voir votre voisin et votre voisin l'acceptera. Et évidemment, ils tiennent le même discours chez le voisin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça c'est véritablement un drame aussi, où les maires des petites communes se disent, bah, tant qu'à faire, comme de toute façon on ne peut que l'avoir, si on le refuse, ce sera le voisin qui va l'accepter, donc ça passe. Et c'est la même chose auprès du monde agricole. C'est-à-dire que les agriculteurs se disent, bah, si je ne le prends pas, ce sera mon voisin qui va l'avoir. Et comme les loyers sont extrêmement importants, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour l'implantation d'une éolienne, dans nos régions, on est à entre 15 000 et 20 000 euros par an de loyer. Là aussi, il y a un problème majeur. Quand on sait qu'un hectare de terre libre, se négocie aux alentours de 15 000 euros par an. Vous achetez un hectare de terre, 15 000 euros. Et là, vous avez des gens qui viennent vous louer un tiers d'hectare pour le même prix, voire davantage. C'est-à-dire que chaque année, ils vont vous payer un loyer qui est supérieur au prix que vous achèteriez un hectare de terre. C'est quelque chose d'hallucinant. On ne peut pas imaginer une seule seconde que derrière ça, il n'y ait pas une énorme arnaque. Comment pourrait-on concevoir qu'une société normalement constituée par des gens un tant soit peu intelligents accepte de payer un loyer aussi élevé pour quelque chose qu'elle pourrait acheter pour le même prix? Sauf à considérer, et c'est le grand danger de l'éolien, sauf à considérer que lorsque la bulle spéculative explosera, les propriétaires des terrains, puisque c'est le principe des baux amphithéotiques, ce sont les baux qui sont donc passés entre les propriétaires et les promoteurs, hein, feront que ces gens-là vont les propriétaires des terrains vont devenir de fait propriétaires des éoliennes qui sont en fin de vie. Et ils auront à les démanteler pour les tarifs qu'on connaît, c'est-à-dire aux alentours de 450 000 euros par an, ce qui est monstrueux. J'ai étudié encore hier un dossier. Donc vous avez une société éolienne qui prévoit d'installer une dizaine d'éoliennes, donc pour un montant de 50 millions d'euros. D'accord? Et ces gens-là installent ça sur des terres dont ils sont locataires. Ils ne sont pas propriétaires des terres. Ils n'achèteront jamais les terres. Jamais. C'est quelque chose d'hallucinant. Vous imaginez, vous faites construire une maison sur un terrain qui ne vous appartient pas. Ces sociétés-là construisent un parc éolien de 50 millions d'euros. Le capital social de cette société est de 10 000 euros. Les banques acceptent de prêter à ces gens-là. C'est en gros, demain vous faites construire une maison de 10 millions d'euros et vous avez en tout et pour tout, comme apport personnel, 10 000 euros.
Allez voir les banques, essayez de trouver une banque qui soit disposée à vous prêter la différence. Pourquoi j'étais à une époque un inconditionnel de l'éolien? Parce que j'ai cru à la propagande qui nous était livrée à la fois par les promoteurs, à la fois par les médias, qui nous disaient, voilà, vous allez bénéficier d'un système de production d'énergie qui va vous permettre de vous débarrasser du nucléaire. Extraordinaire, moi je peux se débarrasser du nucléaire, et en plus, ça va procurer des revenus à nos communes. Dans nos zones rurales, où tout est à faire, où on gère la misère au quotidien, c'était la promesse de lendemain qui chante. Dans la réalité, on se rend compte très rapidement que, évidemment, ces promesses-là, les promoteurs ne les tiennent pas. Que le nucléaire, évidemment, ce n'est pas en plantant 1000, 10 000, 100 000 éoliennes qu'on s'en débarrassera. C'est absolument impossible. C'est là qu'il y a une véritable imposture. Les gens qui, comme moi, on croit ou ont cru à l'éolien, se font rouler dans la farine. Ce qui est dramatique dans le domaine de l'éolien, c'est que justement, on n'organise pas de débat. Ce qui est dramatique au niveau de l'éolien, c'est qu'on nous sert, ou on nous livre des vérités qui n'en sont pas. Quand on nous affirme qu'une éolienne peut alimenter X milliers de foyers, il suffit de prendre une petite calculatrice, de faire le calcul pour se rendre compte que c'est absolument n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Mais le drame, c'est qu'aujourd'hui, justement, il n'y a pas cette réflexion de fond. Il faut être confronté au problème de l'éolien pour à un moment se dire, mais bon sang, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et à partir de ce moment-là, quand vous grattez un petit peu, vous vous rendez compte très très rapidement qu'on est dans le déni le plus total. Aux gens qui ont des éoliennes près de chez eux, il n'y a pas grand-chose à dire. Malheureusement, sinon peut-être déménager, surtout s'ils ont des jeunes enfants. Parce que le drame, c'est que prendre le risque de voir ses enfants malades, moi je ne saurais pas. Enfin, Dieu merci, j'ai plus de jeunes enfants, mais je crois que si aujourd'hui le problème se posait, je m'interrogerais. Et pour les gens qui vont être confrontés à ça, il faut se défendre, il faut alerter, il faut s'informer d'abord. Parce que je pense que la première des démarches qu'il faut faire, c'est ça, c'est se renseigner, c'est éviter de prendre comme une vérité révélée ce que nous servent les promoteurs. Il faut savoir se défendre, il ne faut pas accepter l'idée qu'on ne peut rien faire. Il faut créer des associations, il faut monter au créneau, il faut alerter les populations. Lors des enquêtes publiques, il faut faire remonter l'idée que ce n'est pas bon, il faut alerter les élus, et puis il faut se mobiliser. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer en France. Dieu merci, et j'espère que ça va continuer comme ça. Dans les semaines et mois à venir, il va y avoir de nombreuses manifestations, puis il y a aussi des échéances électorales qui se profilent, et les candidats vont avoir à se positionner par rapport à ça. Et je pense que malheureusement, je dis bien malheureusement, les choix de certains candidats seront déterminants par rapport au vote d'un certain nombre d'électeurs. Moi, je regrette que les gens n'osent pas parler. C'est vrai que ce constat-là, je l'ai fait à plusieurs reprises, effectivement. Le plus simple
à mon sens, consisterait d'abord à aller voir un médecin pour faire un bilan de santé. Et puis, si la situation se dégrade, eh bien, refaire un nouveau bilan de santé et essayer de corréler ça à la proximité des éoliennes. C'était ce que préconisait Alain Bélim. Et je crois qu'effectivement, ça fait partie des choses qui devraient être faites systématiquement dès lors qu'il y a construction d'un parc éolien à proximité. Donc un bilan, transmettre ce bilan donc aux autorités en leur disant attention, voilà, moi aujourd'hui je suis en bonne santé. Si dans 5 ans ma santé s'est dégradée et qu'il est établi que c'est lié à la proximité du parc éolien, je vous en tiendrai pour responsable. Titre du principe de précaution qui, qu'on le veuille ou non, est toujours d'actualité en France. On a une ministre de l'énergie. On a une ministre de l'énergie en France qui ne sait pas faire la différence entre la puissance et la quantité d'énergie produite. C'est effarant. Vous vous rendez compte? On a une ministre de l'énergie qui ne sait pas faire la différence. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous vous étonner que les Français soient prêts à avaler n'importe quelle imbécilité? C'est terrifiant. On est dans le domaine du déni et, je dirais en plus, oui, de la propagande. Enfin, Goebbels en Allemagne, il y a 70-80 ans, aurait été parfaitement à son affaire, mais il aurait su vendre l'éolien, j'en suis persuadé. Le principal danger pour l'éolien, pour les promoteurs éoliens, ce sont les gens qui se sont posés des questions, les gens qui sont un tant soit peu informés. L'éolien prospère là où il y a acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, ça veut dire quoi? L'acceptabilité sociale, ça veut dire que les gens ne se posent pas de questions en fait. Les gens sont prêts à accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, on livre des territoires entiers à des spéculateurs sans se poser la question des conséquences à moyen et long terme. Et les conséquences économiques, les conséquences écologiques, mais aussi des conséquences sociales. Ce qu'on n'a pas évoqué, et c'est vrai qu'il y a tellement à dire, c'est les conséquences sur les communautés villageoises. Il y a un parc éolien qui s'installe dans une commune. Vous allez avoir 2-3 propriétaires fonciers qui vont tirer des bénéfices très substantiels de ça. Puis vous allez avoir 200-300 habitants qui, eux, vont souffrir tous les jours de la proximité de ce parc, qui vont voir le résultat d'une vie de travail anéantie, qui vont vivre dans la crainte de voir leurs enfants malades, qui n'auront plus envie de vivre dans ce territoire, mais qui seront coincés parce qu'ils auront une maison qui est invendable. Vous imaginez les relations qui... Et aujourd'hui, on assiste à ça partout. J'avais une réunion de conseil municipal hier soir dans mon village. Le maire a trompé l'ensemble de son conseil municipal en signant avec les promoteurs. Je peux vous dire qu'il y a une ambiance épouvantable. Aujourd'hui, vous avez donc le phénomène des tarifs de location. J'évoquais tout à l'heure. Vous avez des baux qui sont octroyés aux propriétaires qui sont très importants. Les conséquences, c'est que vous avez des margoulins aujourd'hui qui sont prêts à mettre des sommes faramineuses pour acheter des terres qu'ils destinent à l'installation d'éoliennes. C'est-à-dire, en gros, les agriculteurs aujourd'hui sont, par un effet de bande, si
si on parle de billard, sont aujourd'hui victimes de la spéculation éolienne sur les terres. Quand ils veulent acheter des terres, il se trouve qu'ils doivent les acheter infiniment plus cher parce que vous avez des gens qui disent « mais c'est une bonne affaire puisque je peux espérer louer les terres que je vais acheter à des promoteurs éoliens ». Vous imaginez, vous achetez 1 hectare de terre, 15 000 euros, et vous le louez 20 000 euros par an pendant 15 ans ou 20 ans. Et là, vous avez aujourd'hui des propriétaires, des agriculteurs qui sont complètement étranglés parce que les propriétaires leur disent voilà, moi je suis disposé, je veux vendre mes terres, mais plus à 15 000 euros, à 2 fois, 3 fois ce prix-là. Dans la filière agricole, ça pose des problèmes considérables. Ce qui me gêne le plus dans cette industrie, c'est le fait que, sous couvert d'écologie, on est en train de détruire des territoires entiers. On est en train de mettre en danger la santé des populations. On est en train de détruire le patrimoine. On est en train de détruire la faune et la vie faune. Et ça c'est complètement insupportable. Il y a une hypocrisie derrière ça qui moi, m'est totalement insupportable. Totalement insupportable. Pour moi, l'éolien, c'est vraiment le symbole du mépris d'une certaine caste, d'un univers politique, d'une nomenclatura à l'égard des petites gens, à l'égard du monde rural. Je crois que c'est vraiment un symbole de ce point de vue-là, et si on y prend garde, malheureusement, effectivement, les réactions sur le terrain, il faut s'attendre à des choses, je dirais, des réactions très brutales. Je pense qu'on n'échappera pas à ça, parce que le degré d'exaspération des populations est considérable. Et ce qui est dramatique, c'est aussi qu'aujourd'hui, par exemple, dans notre Picardie, ce que nous voyons ne représente que la moitié de ce qui sera construit de façon certaine. Et quand on voit déjà les dégâts, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Voilà.